c'est immense à décorer un local comme ça parce on avait littéralement tout l'endroit à décorer. C'était pas juste une salle, c'était vraiment tout de la porte à tout quoi. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a constitué du coup par environnement des moodboards avec des photos et beaucoup de détails texte. On part de leur idée, mais nous on vient ensuite on fait d'abord une recherche documentaire, évidemment sur les lieux, sur des espaces, etc. On mixe tout ça pour proposer notre vue du projet, quoi. Donc en fonction de ça, eux, ils ont commencé à dessiner un petit peu la Cité des Martyrs, avec des commerces comme on leur avait demandé, etc. Donc on a commencé à avoir les premiers croquis. Proposez-nous quelque chose. Parce qu'on voulait aussi que eux s'amusent aussi un peu sur le chantier, parce que ils sont décorateurs, ils savent faire des choses incroyables, autant que ils aient une possibilité de proposer des choses, parce que peut-être ils vont nous trouver des idées de fous qu'on n'aurait absolument pas pensé. Nous, on aime bien avoir un peu carte blanche sur la créa du lieu, donc on a proposé des refs, parce qu'il y a des dessins faits à la main pour placer les ambiances. Et puis on est parti là-dessus, ils ont adhéré totalement sur le côté dessiné et sur les ambiances qu'on leur proposait. Ensuite, avec les plans que nous ont donnés du lieu, on a recalé en fait nos ambiances sur les plans. Et on a intégré avec eux les pulls ici, voilà, pour savoir un peu comment on allait. Et puis après, c'est sur place que tout s'est joué. De temps en temps, très souvent même, on va visiter les prestataires, on va dans leurs ateliers de fabrication et on va notamment chez l'Absterum voir les mécanismes prendre vie pour être sûr que déjà ce soit bien comme on l'imaginait et aussi pour voir toutes ces personnes qui sont en train de créer notre projet, quoi, parce que ces choses, on voulait comprendre comment ça fonctionnait, parce qu'on est aussi super curieux, donc on allait très souvent voir, et ils étaient super contents aussi de nous montrer comment ils avançaient, ça nous permettait de faire des allers-retours en direct, de dire voilà, alors ça je suis pas sûr, attendez avant de terminer, peut-être c'est mieux qu'on le fasse comme ça. Alors je m'appelle Jérémy, et je suis responsable de l'équipe électronique et informatique chez l'Absterium. Ce qui était intéressant avec Théo et Adrien, c'est qu'ils étaient très présents. C'est pas tous nos clients qui ont ce comportement-là, c'est-à-dire qu'ils passaient très souvent à l'atelier, on a pu vraiment... C'était très réactif quand on avait besoin, à l'inverse, quand ils avaient besoin de nous. Et moi j'ai halluciné, à chaque fois qu'on y allait, j'étais comme à Disneyland, c'était incroyable, je regardais une boîte en bois avec une scie qui tourne, j'étais en mode waouh. L'électronique pour l'escape game, ça n'existe pas. Beaucoup de détournements d'appareils du quotidien à des fins ludiques finalement d'escape game, parce que voilà, il n'existe pas de fabricants de composants électroniques pour l'escape game, donc il faut s'adapter avec ce qui se fait dans l'industrie. C'est de la bricole. En fait, on est des bricoleurs professionnels. On prend nos petits fers à souder, nos petits composants et on essaye jusqu'à ce que ça marche. Beaucoup de temps à chiner, beaucoup de temps à bricoler. C'est aussi ce qui fait la magie de notre métier, quoi. Mais aussi on allait chez les décorateurs dans leur atelier. Et moi, il y a un truc qui m'a marqué, c'est quand on a commencé à voir la grosse tête de clown, l'entrée du Palais du Rire, genre le plus gros élément de décor qui a dû être créé en termes de taille, quoi. C'était juste du polystyrène, et puis on le voyait tailler le polystyrène avec une forme comme ça de clown. Et ils étaient dans leur monde, quoi. C'était un truc de fou, ils étaient là comme ça, tac, 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 ils faisaient au feeling, ils savaient la courbe de la joue, comment elle allait être, la dent, Moi, ça m'hallucine. Vraiment, je comprends pas comment ils font. Je viens m'occuper de vous personnellement. Bon courage. On va voir si vous avez toujours autant d'audace. Donc moi, je me suis occupé de tout ce qui est musical. J'ai créé l'environnement sonore de l'enseigne. Pour la cité, précisément, le son, c'était... On voulait ce qu'on appelle un drone, c'est-à-dire un son qui fasse un truc très lourd dans le son, dans les bas, dans les basses, pour que ça couvre un petit peu tous les bruits ambiants qu'il peut y avoir, notamment à l'extérieur, etc., etc. Je crois qu'il est possible même que j'ai mis des petits bouts de rats, des rats de temps en temps, genre là. Ça c'est des petits trucs, voilà, c'est des petits détails que nous, des petits kiffs qu'on se fait de détails où on se dit tiens, peut-être qu'il va y avoir une personne sur 4 qui va s'en rendre compte, mais bon voilà, c'est important pour nous d'avoir ce genre de truc. Et puis il y a toujours cette atmosphère hyper pesante avec un petit écoulement d'eau au loin comme des égouts.
on allait visiter les catacombes, on avait un peu cette ambiance de gouttelettes qui tombent, très humide, etc. Donc c'est ça qui m'a inspiré pour la cité aussi, ce côté très dark avec ce fond sonore très lourd. Voilà, des petits bruits comme ça, c'est des bandes son de plusieurs heures qui sont en boucle et qui tournent donc à chaque fois quand il y a les joueurs. Ensuite, pour les espaces dans les salles, directement, là c'est une salle, une ambiance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une pièce dans chacune des 2 aventures où on a le même son. Pour les salles, chez le magicien, on est plutôt sur quelque chose de très jazzy, très apaisant. Dans le palais de l'horreur, c'est pas la même chose. On est évidemment sur une ambiance beaucoup plus lourde, encore plus lourde que la cité, et on est vraiment perdu dans l'espace. Et l'idée, c'était aussi à chaque fois de se dire, on est avec un fou qui s'amuse avec nous. En gros, on est dans un truc qui est abandonné et qui marche plus trop. Mais voilà, il reste quelques brides d'il y a quelques années, des vieux sons, etc. Et donc c'est beaucoup plus malaisant dans le sound design. Je me suis chargé de trouver tous les costumes et les masques de chaque personnage qu'on a ici. Donc pour le magicien, on a réutilisé un très vieux costume que Adrien avait depuis longtemps. Il matchait super bien avec l'univers du magicien parce que c'est quelque chose de très pailleté, et ce qui fait que dans l'univers dark de la Cité des Martyrs, le magicien, son costume dénote vachement. Donc il y avait ce côté où le moindre petit grain de lumière allait le faire étinceler dans un endroit qui est super sale, super dark. C'est un magicien masqué, on ne sait pas qui est le magicien de Paris, on ne connaît pas la personne qui est sous ce costume du personnage. J'ai cherché des gants qui étaient qui fonctionnaient bien en fait avec tout le costume intégral, pour pas voir non plus les mains, pour pas que tu reconnaisses les mains de la personne avant. Idem, les chaussures, je voulais que les chaussures soient cohérentes avec le costume, donc des chaussures qui soient classe, qui soient belles. On voulait un col roulé pour qu'il y ait ce côté classe et que ce soit pas une chemise non plus à mettre à chaque fois, parce que c'est très compliqué de mettre des chemises, surtout dans la vitesse à laquelle il faut les mettre. Il fallait qu'il soit classe, qu'il envoie, que son costume soit impressionnant, qu'il étincelle, qu'il soit beau, très beau. Le plus beau des costumes qu'on a ici. Ça a été plus compliqué pour les personnages du martyr et du clown de Monsieur Lune, parce que le martyr, il fallait quelque chose qui ressemble à une grosse cape d'une personne assez pauvre qu'on pourrait imaginer dans les bas-fonds parisiens. Ils ont simplement des capes avec des capuches, des cordes pour tenir un peu. Et du coup, ça, on a trouvé en Espagne un site qui fournit le Puy du Fou. Et donc voilà, c'était un costume qui était assez simple pour le coup à trouver. Les gants aussi, c'est des gants blancs de joaillier qu'on a achetés. On a coupé les bouts et ensuite on les a patinés nous-mêmes. Et donc du coup, ça donne ce côté dégueulasse des vieux gants crades. Mais le plus dur, ça n'a pas été le costume pour le martyr, ça a été le masque. Le point le plus important, c'est que je voulais pas qu'on reconnaisse la personne en dessous. Et donc du coup, j'ai beaucoup cherché des masques en silicone. Les masques en silicone, en fait, c'est des masques qui sont moulés quasiment, qui suivent les formes du visage et qui permettent de faire parler le masque quand le comédien en dessous parle vraiment. Et en fait, j'ai trouvé, à force de chercher, un créateur indépendant qui faisait ça aux États-Unis. Pour Monsieur Lune, le personnage du Palais de l'Horreur, c'était aussi une difficulté puisque des costumes de clown, alors pour le coup on en trouve partout, sauf que c'est très cheap. Et donc en fait je me suis rapproché d'un site aux États-Unis qui fournissait Universal Studios pour Halloween. Il y avait un costume de clown qui était déjà préfabriqué, mais qui était adaptatif. Donc ils pouvaient personnaliser certains trucs. Donc du coup, ils nous ont créé ce costume avec le même textile de base. Ils nous ont fait la partie haute, la partie basse. Le costume de Monsieur est assez ample et il est super bien patiné, il est déchiré vers le bas. T'as vraiment un côté bout dégoûtant, noir abîmé, mais en même temps la partie un peu ensanglantée légère que tu peux voir si t'es très proche du perso. Et le masque de Monsieur Lune, idem, je pensais à un masque en silicone, le même que le martyr, sauf que c'était super complexe parce que pour le coup, Monsieur Lune, on le garde beaucoup plus longtemps, le masque. C'est des masques super fragiles et on n'a pas le temps d'avoir un soin autant particulier pour ce type de masque. Donc du coup, j'ai réfléchi à autre chose. Il y en a partout, mais des super cheap qui sont trop moches. Et moi, je voulais pas le clown avec le nez rouge et la perruque rouge, quoi. C'était impossible. Moi, je voulais un clown qui soit vraiment plus dark. Et l'idée, c'était pas de recréer un visage, mais c'était de recréer un masque comme si un personnage mettait un masque en fait de clown. Monsieur Lune, c'est pareil, c'est un personnage qui est masqué, mais c'est en dessous, on sait pas qui est Monsieur Lune vraiment. Je savais vers quoi je voulais partir, donc j'avais envisagé une sorte de cagoule en latex blanche sur lequel on allait pouvoir venir peindre ce qu'on voulait, donc le faux maquillage de Monsieur Lune. Je fais mes recherches et je suis tombé sur le masque parfait.
Ça marche super bien, on les teste, trop cool, mais ils étaient blancs. Et donc du coup pour ça, on a fait appel à une créatrice de masques et qui fait du maquillage, qui est Dorian. Elle a toutes les peintures qu'il faut pour peindre sur ce type de matériel, parce que peindre sur du latex, c'est pas comme peindre sur de la peau, c'est pas du maquillage qu'on achète en grande surface. Et surtout, il faut qu'il tienne avec la chaleur, avec le côté élastique du latex. Enfin, c'est particulier. Et puisqu'on a commencé la communication avant même d'avoir ouvert, on n'avait pas de photos officielles des salles. Mais ça, on l'avait prévu puisqu'on s'est dit, les affiches officielles des salles, ça va être des sortes de peintures, ça va être vraiment des affiches qui vont être créées sur mesure. Et donc pour ça, on a fait appel à Diane, qui est une illustratrice avec qui, autant Adrien que moi, on a travaillé sur différents projets. Donc on lui a envoyé des photos clés et des personnages et des décors. C'est le vrai Monsieur Lune que tu vois sur l'affiche, que tu rencontres dans la salle, et la tête de clown, c'est la vraie entrée, la vraie tête de clown par laquelle tu passes quand tu rentres dans la salle. Idem pour le magicien, c'est aussi le magicien avec son visage noir. Salut. Salut, Ça va? ça va et toi? Ouais, nickel. Salut. Oh la vache. Waouh, c'est trop chelou. Ah, c'est trop chelou. Oh, c'est trop bizarre. Waouh. Ça marche trop bien. Et donc là, on arrive à la partie qui accélère un peu plus les choses. C'est la partie où les prestats, donc l'Absterum et les décos, arrivent. Et donc là, ça s'accélère. Nous, à ce moment-là, effectivement, on vient tous les jours pour voir l'avancée, parce que là, on rentre dans le concret, on commence à avoir de la décoration. On commence à monter les mécanismes, les décors commencent à être petit à petit à prendre de la hauteur et à voir le jour. Et donc du coup, c'est vrai qu'il y a des choses qu'on a fait nous-mêmes. On a pris des rouleaux de pinceau et on peignait à droite à gauche. Et on allait par-ci, on allait par-là. Et on faisait des to-do list de ça c'est les prios, ça c'est... Et en fait, dès que quelqu'un avait une question, directement, il venait nous voir. Et c'était super pratique, parce que ça allait beaucoup plus vite que d'appeler, dire « Attends, faut que j'appelle un... » Le temps passe et la date potentielle d'ouverture aussi, elle approche. On voyait qu'il y avait de moins en moins de personnes sur le chantier parce que les contrats se terminaient, de certaines personnes en décoration. On était de moins en moins, il restait de plus en plus de trucs à faire en un temps limité. Sur la to-do list, il y avait un certain nombre de choses qui devaient être terminées. Et on les voit qu'elles sont pas cochées. On se dit, il y a encore un petit peu de taf quand même. Et on se dit surtout, on n'ouvrira jamais à temps.